C'est un endroit merveilleux. On a trouvé un peu les copains, 1, 2 truites, des fois 8. On a fait des fêtes de pêche. On a eu des bons moments, hein. C'était agréable. Mais tout ça, c'est du passé. Depuis l'été 2022, les truites, les brochets et les carpes sont tranquilles. Il est interdit de pêcher ici dans l'étang des Mangettes, tout comme dans celui des Chaudrets et au canal Stockalper dans le Bas-Valais. J'avais 70 truites, grosso modo, en réserve. Et puis je leur ai donné au service de la pêche. Et puis là, ils ont fait les analyses à l'état du Valais. Et puis il y avait 24 truites, d'après ce que j'ai compris, qui n'étaient pas consommables. Une vingtaine qui étaient intoxiquées. Le reste était bon. On a reçu la directive de ne plus pêcher ni là, ni au Stockalp. Il y a d'autres couilles. Bon, c'est un crève-cœur, hein, comme on dit. On n'a pas le choix. J'ai croisé des copains qui n'ont pas repris le permis, d'autres sont partis pêcher ailleurs. C'est jamais facile de prendre ce genre de décision. Et donc c'est vraiment de poser, est-ce qu'il y a un risque pour le consommateur? Et au bout des résultats, on a décidé, le canton, qu'on allait interdire la consommation de ces poissons. Les poissons présentent une concentration trop élevée en PFAS, une famille de molécules qu'on utilise autant pour fabriquer des poêles à frire que des vestes imperméables, du fil dentaire ou du fart. Ici, la pollution semble être due aux mousses d'extinction utilisées par les pompiers lors d'entraînements sur le site chimique et la raffinerie voisine. Donc on a vraiment une place d'exercice à incendie, que ce soit l'industrie ou que ce soit les pompiers communaux font des exercices. Donc ils appliquent cette mousse sur cette place n'est pas étanche, donc on retrouve un phréatique après ces substances et on a des poissons qui vont faire une bioaccumulation de ces substances. Les PFAS se fixent dans les corps gras, notamment ceux des poissons. Si un être humain mange ces poissons, c'est à son tour qu'il stockera les PFAS, car on ne parvient pas à dégrader ou éliminer ces molécules. C'est pour cela qu'on les appelle polluants éternels. On soupçonne les PFAS d'être la cause de cancer des testicules ou des reins, de perturber le fonctionnement thyroïdien ou encore d'affaiblir les défenses immunitaires des enfants. Le sujet est sensible. Dans la population, on voit des effets. On voit par exemple une baisse de la fertilité chez l'homme, une augmentation de certains types de cancers, mais on est exposé à tellement de substances chimiques qu'on ne peut pas le lier à une substance en particulier. Avec le PFAS qui entre dans le corps, le plus sensible, c'est le développement. Parce qu'on a dit que le PFAS, peut-être, va avoir un effet hormonal. Donc, si on est réglé, tout notre développement est réglé par les hormones, donc le système endocrinien, ça veut dire que peut-être le PFAS peut perturber cette partie-là. Donc, pendant le développement, on aimerait réduire le PFAS. S'il est si difficile d'établir des liens entre ces molécules et leurs conséquences sur la santé, c'est notamment car il existerait près de 10 000 PFAS différentes. Autant de molécules chimiques qui accompagnent notre quotidien. Alors, c'est des molécules qu'on utilise depuis très très longtemps, les PFAS, et puis qu'effectivement on utilise pour différents usages. Déjà, elles résistent très bien à la chaleur, et puis aussi elles sont un peu comme des savons, ce qu'on appelle des surfactants, donc elles résistent à l'eau, à la graisse, donc on peut les utiliser pour les poêles, on peut les utiliser pour les habits, et même dernièrement j'ai vu pour le papier de toilette en fait. Et ce sont des composants qui sont utilisés dans de très nombreuses applications, que ce soit dans l'industrie électronique, électrique, les batteries, les semi-conducteurs, ou bien dans l'aéronautique, le spatial, l'automobile même, ou même pour, par exemple, la fabrication d'ustensiles de cuisine. Donc vraiment une application extrêmement large de ces composants qui ont des caractéristiques extrêmement intéressantes pour l'industrie. Les PFAS sont volontiers présentés par l'industrie comme des molécules magiques, tant elles sont multi-usages. Revers de la médaille, l'être humain est constamment exposé à des PFAS. Il y a différents niveaux de dissémination. Alors bien sûr, le site de production où on peut avoir une dissémination soit par l'air, soit par l'eau, etc. Mais après, c'est surtout pendant la durée de vie et puis pendant l'élimination
de l'outil ou du vêtement, par exemple, où il y aura une dissémination. Donc, si vous allez régulièrement en haute montagne avec vos habits qui contiennent des PFAS, vous allez en émettre quand il y a la neige ou la pluie qui va ruisseler dessus. Si vous utilisez du fard, vous allez l'étaler sur la neige. Voilà. Puis aussi, lors de l'élimination, eh bien forcément, alors si ça se fait dans des unités d'incinération, normalement, ils sont éliminés. Mais si, par exemple, c'est mis en décharge, eh bien, vous avez ces PFAS qui peuvent être relargués aussi lors de l'élimination dans le temps. En Suisse, on compte des dizaines de sites contaminés. L'industrie et les sapeurs-pompiers se rejettent la responsabilité quant à l'origine des pollutions. Par contre, à Montet, le coupable ne fait guère débat. J'ai aussi fait partie des pompiers, j'ai aussi eu l'occasion de répandre la mousse. C'est pour ça que ça coince un peu, je dois dire, moralement. On n'a pas le choix, hein, c'est comme ça. Il faut bien éteindre, s'il y a le feu à la raffinerie, il faut bien éteindre. Que ce soit la raffinerie, que ce soit ici ou n'importe où, hein, ils sont obligés d'intervenir. Hein. C'était dans le projet des exercices hein, qu'on a effectués. Mais bon, on était rattrapés par le passé, hein, on n'a pas le choix. La ville de Morat et son lac aux eaux turquoises et limpides. Mais sont-elles pour autant irréprochables ? Parce que l'ennemi traqué est invisible à l'œil nu. Ce sont les composés perfluorés ou PFAS. Polluants chimiques éternels qui s'accumulent dans la chair des poissons tout au long de leur vie. Mais à quel point ? Pour répondre à cette question, nous avons fait appel à des pêcheurs amateurs. Ah bah voilà, tu vois. Voilà. Tout seul, t'as vu ? Celle-ci. Voilà. Donc ça, c'est une perche. Ce fribourgeois, passionné de photos animalières, est un de nos pêcheurs volontaires. Pêcher des poissons pour un bon entendeur, c'est quand même quelque chose, je me suis dit que ça serait une bonne occasion, parce que ça m'intéresse quand même de savoir ce que je peux potentiellement manger, quoi. Pour éviter toute contamination extérieure, les pêcheurs ont dû emballer leurs prises selon un protocole très strict. Sachets plastiques d'une certaine marque uniquement et une autre couche en aluminium. Voilà. Et ensuite, nous allons mettre le poisson dans le sac. Et puis, on est reparti pour en pêcher d'autres, quoi. Au total, 27 poissons ont été pêchés dans toute la Suisse pour ce test réalisé en partenariat avec nos collègues de SRF et RSI. Toutes les prises ont été congelées et amenées avec toutes les précautions d'usage dans un laboratoire à Chavornay pour y être analysées. Première étape, la préparation des échantillons. Sous la lame, un filet de saumon d'élevage tessinois. Toute cette chair, je vais la broyer pour pouvoir faire l'extraction. Je vais commencer l'extraction, du coup je vais me déplacer dans la hotte. Alors voilà notre échantillon après 10 minutes de centrifugation. Et on a une belle séparation, donc notre poisson qui est resté du coup dans la phase aqueuse, donc le plus lourd qui est resté vers le bas. Et en haut, nous avons la phase organique, plus légère. Et c'est où potentiellement il y aura nos PFAS s'il y en a dans l'échantillon. L'analyse permet ensuite d'identifier 11 types de PFAS, même s'il en existe des milliers d'autres. Sur ces 11, 4 seulement figurent dans la réglementation européenne qui fixe des valeurs maximales par kilo de poisson. C'est ceux dont on a le plus d'informations au niveau toxicologique et c'est ceux qu'on connaît le mieux, qu'on arrive mieux à réglementer. Entre-temps, l'analytique avance, donc on en découvre de plus en plus et il faut s'attendre dans le futur que d'autres composés seront inclus dans cette liste-là de limites. Pour compliquer encore un peu les choses, les valeurs maximales admises pour ces 4 types de polluants varient en fonction de l'espèce de poisson. Pour une perche par exemple, il est admis un total de 45 microgrammes de PFAS par kilo de chair. Pour un brochet, c'est beaucoup plus strict, maximum 8 microgrammes. Cette réglementation européenne, mise en place en début d'année, n'a pas encore été reprise par la Suisse. Mais c'est sur ces valeurs que se basent déjà les autorités cantonales pour leur contrôle.
Alors, il faut comprendre que la contamination perfluorée, ce n'est pas un problème de santé publique aigu. Donc il n'y a pas un risque aigu dans les heures, dans les jours qui suivent d'avoir des conséquences pour la santé. C'est un problème chronique. Évidemment, avoir des poissons qui dépassent les limites, c'est un problème. Ça veut dire qu'il ne faut pas les consommer et que les endroits où ont été pêchés sont des endroits qui vraisemblablement ont des contaminations significatives aux composés perfluorés. À 2 heures de Genève, on trouve l'une des 20 usines qui produit des PFAS en Europe. Dans la banlieue sud de Lyon, à Pierre-Bénite, Arkema et ses 400 employés fournissent la matière première aux usines qui fabriquent des batteries électriques, des microprocesseurs et des climatisations. L'usine, elle est à 600 mètres à vol d'oiseau, même pas. Elle est vraiment très proche. Jean-Paul Massona vit dans la région depuis plus de 40 ans. On nous a demandé des œufs, on les a fait analyser, et là, les retours catastrophiques. Donc, ça montre bien que le sol est infesté, ou que l'air est infesté. Ces œufs, M. Massona en a consommé durant des années. Quand la municipalité a découvert les taux de PFAS qu'il présentait, elle a aussi analysé le sang de M. Massona et celui d'autres habitants de Pierre-Bénite. Le verdict fut sans appel. Très contaminé. Je suis presque le maillot jaune. À part les 255 qui sont 224 qui sont décrochés par une personne qui a travaillé à l'usine, si on fait le total, c'est moi qui ai les chiffres les plus élevés. La seule explication qui m'a été donnée, et ça serait sans doute la consommation des œufs de ces poules. Parce que la protéine animale charge particulièrement les PFAS. Peut-être que demain, on m'apprendra que j'ai un cancer, ou ainsi de suite, ou peut-être que demain, j'aurai d'autres problèmes de santé. Je ne sais pas. En attendant, je vis, je ne vais pas me plaindre de choses qui me font pas mal. Je veux dire. Par contre, ce que je ne veux pas, c'est continuer à accumuler ça. Entre Pierre-Bénite et Arkema, c'est une longue histoire. L'usine est ici depuis 1902, une époque où la population était bien moins nombreuse qu'aujourd'hui. Pierre-Bénite a 10 000 habitants, il y a 3 écoles, il y a pas mal de classes, hein. Il y a une école maternelle et une école élémentaire. Et l'usine. Et l'usine. Ici, Arkema est partout. Elle propose notamment des jardins à ses ouvriers. L'usine leur a envoyé, il y a un peu plus de 3 semaines, 1 mois, papier en disant qu'elle leur demandait de ne pas consommer les produits de leur jardin. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas comestibles, ils ont un dosage de perfluoré trop important. C'est catastrophique, je vous loue des jardins, mais consommez pas ce qui vous est dedans. On doit maintenant, immédiatement, arrêter les produits. Ces produits qu'on sait dangereux, on les arrête. Si derrière, Arkema arrive à prouver qu'il a un produit qui n'est pas dangereux, mais tant mieux qu'il reprenne son activité. Moi, j'ai rien contre l'activité d'Arkema. Ce que j'ai contre Arkema, le fait qu'il m'empoisonne. À 25 km en aval de l'usine Arkema, en pleine campagne, ici aussi on trouve des PFAS. L'eau du robinet en contient et beaucoup. Tom et sa famille en ont fait l'amère expérience. Notre eau est polluée, c'est testé, c'est connu. Maintenant, je surveille un petit peu plus. On a des taux qui sont autour de 80 nanogrammes par litre. Alors que l'Autorité européenne de sécurité des aliments avance une limite à 4,4 nanogrammes par litre d'eau potable. Alexis a 3 ans aujourd'hui. Il est en bonne santé. Pourtant, il a connu un début de vie compliqué. À 1 an, on lui diagnostique un cancer des testicules. Le premier symptôme de l'exposition à la pollution au PFAS chez le nourrisson garçon, c'est la tumeur aux testicules. Et aussi, ma femme, elle a un dérèglement hormonal thyroïdien très fort depuis quelques années. Et c'est le deuxième symptôme le plus important de la pollution au PFAS. Donc oui, y a pas de on est à la campagne, à Saint-Laurent-d'Agny, on est bien, c'est vert, il n'y a pas de pollution apparente. Mais l'eau de notre robinet qui est captée dans des nappes un peu de partout, mais surtout au sud de Lyon, qui sont très polluées, elle arrive dans notre robinet pollué. Aujourd'hui, votre fils, il va comment ? Aujourd'hui, mon fils, il va très bien. Donc il va très bien, mais un jour, il faudra qu'on lui explique qu'il a qu'un testicule parce qu'il a eu une tumeur quand il était nourrisson. Et du coup, il vivra toute sa vie avec un testicule à cause de cette tumeur.
Il y a une école dans le village et ils boivent l'eau du robinet. Et il y a une école dans tous les villages et ils boivent l'eau du robinet de partout. Même à la maternité de Pierre-Bénite, c'est l'eau du robinet. Donc nous, notre action, c'est de demander aux autorités de mieux communiquer. Cette démarche de savoir mais de rien faire, je trouve ça honteux. Vraiment, voilà. Retour à Pierre-Bénite. Jeanne vient du même village que Tom Pré et fait les mêmes constats. Elle aussi déplore un manque de communication de la part des autorités et de l'usine sur les dangers de l'eau contaminée. Le problème, c'est que ça nous arrive souvent de voir des gens qui jouent avec leurs animaux, avec leurs enfants, qui viennent se baigner, sans tellement savoir qu'ils s'exposent à des substances potentiellement dangereuses, sans connaître le risque. On n'applique pas du tout les principes de précaution et de prévention qui, au-delà d'être des principes juridiques, sont juste des principes de sécurité assez évidents finalement. Et on ne s'en occupe pas. Et sauf que les habitants ici, moi, mes amis, toute ma famille et puis voilà, toutes les personnes qu'on suit, on continue à pâtir de cette présence d'industrie qui n'en fait qu'à leur tête en fait. Avec son association, Jeanne Fleury demande plus de transparence. Et aussi qu'Arkema réalise des analyses à grande échelle des sols, de l'eau, des aliments produits dans les environs et qu'elle évalue l'état de santé des habitants de Pierre-Bénite. Enfin, le collectif réclame que l'usine, qui rejette 60 kg de PFAS par mois dans le Rhône, réduise drastiquement cette quantité. On a donc actuellement 47 requérants individuels et 11 associations et collectifs. Et donc dans ces 47 requérants, il y a des personnes qui présentent notamment des problèmes thyroïdiens, plusieurs, et quelques cancers. Chez tous, on a un problème d'anxiété, voilà, un préjudice d'anxiété qui mène évidemment à des soucis de santé psychologique puisqu'on n'a pas suffisamment d'informations, on est face à un problème complètement de transparence. Voilà. Sollicité par nos services, Arkema annonce vouloir se passer des PFAS d'ici fin 2024. En outre, l'usine déclare qu'aucune pathologie en lien avec les PFAS n'a été détectée parmi ses employés. Concernant la population riveraine, Arkema nous renvoie vers les autorités publiques. Aujourd'hui, les PFAS ont mauvaise presse. En 2011 et 2021, 2 molécules très utilisées ont été interdites. 2 molécules sur les 10 000 qui existeraient. L'Union européenne réfléchit à durcir la réglementation, voire à interdire les PFAS. En Suisse aussi, le législateur examine la question sous les yeux paniqués de certains industriels helvétiques. L'industrie aujourd'hui utilise ces produits dans de très nombreuses applications. Si on devait les interdire, il faudrait changer de très nombreux processus industriels, modifier de très nombreuses chaînes d'approvisionnement. Donc ce serait une révolution extrêmement compliquée pour notre industrie. Donc on peut le faire, mais il faut tenir compte des conséquences que ça peut avoir pour l'industrie, sur le long terme aussi en termes économiques. Il y a une telle richesse de ces molécules, un très grand nombre de ces molécules ne sont pas dangereuses et ce serait dommage finalement de tuer toute une branche d'applications extrêmement intéressantes pour quelques molécules dangereuses. Les scientifiques, eux, désirent plutôt un usage raisonné des PFAS. La solution pour moi, alors déjà il n'y en a pas qu'une, je pense qu'il y a plusieurs solutions. Il y a d'une part de réduire l'utilisation de substances chimiques et déjà peut-être de focaliser sur les utilisations vraiment importantes. Si on parle des PFAS, peut-être dans les mousses anti-incendie c'est important, mais peut-être moins dans les textiles. Et puis deuxièmement, quand même aussi, pas seulement de réduire les utilisations, mais aussi de réduire les quantités. Parce que souvent ce qu'on fait, c'est qu'on n'a pas réfléchi à la dose utile, on en met beaucoup, puis on se dit ça va marcher, alors qu'il y a peut-être une réflexion aussi à avoir en termes de quantité utilisée. Certains secteurs industriels n'ont pas attendu une modification de la loi pour aller de l'avant. Look Montagne à Martigny. Depuis 30 ans, on y vend du matériel technique de montagne. Alors de manière générale, on retrouve la membrane Gore-Tex dans beaucoup de produits, que ce soit au niveau des chaussures, que ce soit au niveau du textile ou des gants. Ouais. Car le Gore-Tex est extrêmement pratique. Il évacue la transpiration tout en étant imperméable. Et le Gore-Tex, eh bien, c'est des PFAS ou des PFC. Les deux sont des synonymes.
Bon, l'avantage principal, c'est vraiment l'imperméabilité, la durabilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque pièce qui sort de chez Gore-Tex est testée. Tous les produits sont testés avec les membranes avant d'être mis sur le marché. Donc pour nous, c'est aussi un gage de fiabilité, de durabilité des produits. Et ça fait vraiment des années, ça fait plus de 30 ans qu'on a cette membrane qui existe. Donc évidemment, c'est un produit magique, mais qui malheureusement, en termes de composition chimique, n'est plus acceptable aujourd'hui dans notre société. Mais la sortie de ce PFC ne pouvait se faire que en partenariat avec des fournisseurs de membranes, pas seul. Une partie de l'industrie vestimentaire a senti le vent tourner et demandé à leur fournisseur, l'entreprise Gore-Tex, une membrane, comprenez un tissu, sans PFAS. Patagonia, qui cultive une image écolo, mise beaucoup sur cette alternative. Cet hiver, elle lance une gamme sans PFC et se veut ambitieuse. On souhaite garder l'objectif d'être 100% sans PFC pour 2025. Objectif qui était clairement communiqué à Gore pour qu'ils prennent leurs responsabilités. S'ils ne pouvaient pas nous fournir de membranes sans PFC, on aurait arrêté la collaboration avec cette entreprise. Patagonia n'est pas la seule à lancer des vêtements sans PFC en 2023. Dès cet hiver, on aura des produits chez Mammouth, chez Norona, chez les différents fournisseurs qui vont tester sur un ou plusieurs produits cette nouvelle membrane. Comme pour chaque innovation, des questions demeurent face à cette nouvelle membrane, car la solution ne passe pas seulement par le progrès technique. C'est un peu comme le dopage. On est toujours effectivement en retard, on a toujours un train de retard, et on n'est pas assez pour évaluer le risque de toutes ces substances. Donc bien sûr, on est toujours en retard, et tout à coup, il y a des polluants émergents. Maintenant, on parle des PFAS, et dans 2-3 ans, on parlera d'autres molécules. Donc effectivement, on est toujours en train de courir un petit peu derrière cette toxicité, on va dire, de ces molécules. Sans vouloir faire le procès de la nouvelle membrane Gore-Tex avant qu'elle ne soit lancée, difficile de prévoir son impact sur l'être humain à long terme. Dans l'histoire industrielle, les inventions censées améliorer la sécurité du consommateur qui ont finalement créé d'autres dangers sont nombreuses. Au final, une solution peut être simplement de consommer moins et mieux. Et là, Patagonia a l'argument imparable, la marque propose un service de réparation de tous ses produits. Et sinon, il y a quelques gestes tout simples que l'on peut faire pour réduire un peu notre exposition à ces substances. Vu la quantité de PFAS en circulation et leurs innombrables utilisations, le champ d'étude est infini. Alors, pour limiter les risques d'exposition, un peu de bon sens s'impose. Les listes de conseils. Aérer la maison. Donc, ouvre les fenêtres, fait un peu courant d'air, si on peut, quand c'est pas trop chaud. Nettoyer les poussières, spécialement pour les familles avec les petits 4 pattes qui mangent tout, les poussières mangent tout. Mais attention, quand on nettoie, certains produits contiennent des PFAS, sans que ce soit inscrit sur l'emballage. Donc, pour faire la poussière, privilégiez une simple pâte humide. Et l'autre, c'est l'alimentation. L'alimentation, si on ne mange pas de même chose tout le temps, on diminue les risques parce qu'on mélange qu'est-ce qu'on a. Oui, le conseil aussi pour l'emballage, c'est très bien si on peut acheter des légumes, les fruits, les poissons, la viande sans emballage parce que le PFAS se trouve dans l'emballage. Et éviter les poêles qu'on a utilisées longtemps, qui est rayé. Je crois que c'est bien de penser de changer ça pour quelque chose qui est intact. Les cosmétiques contiennent aussi des PFAS, à utiliser avec modération donc. Mais impossible de savoir lesquels. Je trouve la première chose à changer, c'est vraiment de donner l'information au consommateur. Parce que comme consommateur, je peux changer mon comportement si je sais quelle substance et dans quel type de produit. Et c'est pas tout, hein. Mais j'ai aucune information. Et si je téléphone à un fabricant, eux, ils savent, mais il n'y a aucun règlement qui dit qu'il doit m'informer.